Bonsoir et bienvenue à tous. Quel est l'état du patrimoine historique national aujourd'hui? La communauté nationale a-t-elle conscience de la nécessité qu'elle a, ou bien qu'elle a justement de conserver ce patrimoine national? 237, le débat ce soir se propose d'interroger la pertinence des politiques publiques en matière justement de protection du patrimoine historique avec un zoom sur l'UPC pour en fin de compte suggérer les approches visant à mieux protéger cette richesse. Et pourquoi l'UPC? Eh bien, tout simplement parce que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est considérée à tort ou à raison comme un patrimoine national. Et nous voulons saisir l'opportunité que nous offre le 67e anniversaire de ce grand parti nationaliste pour interroger les uns et les autres sur ce qu'ils ont fait de cette association dont la seule histoire résume toute l'évolution politique du Cameroun depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Eh bien, pour commenter ce sujet ce soir, nous avons fait venir sur ce plateau Alexis Ndema-Samer. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci également d'avoir honoré de votre présence cette émission ce soir. Vous êtes, on va le dire, UPCiste, tout simplement, peut-être pour ne pas, je vais dire, pour ne pas aller plus loin que cela. On va également introduire sur ce plateau Jean-Michel Técam. Bonsoir. Bonsoir. UPCiste également, on va le dire de façon simple comme cela. En attendant peut-être de revenir dans les détails dans le courant de cette émission. Jean-Baptiste Ketchatin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes journaliste, mais vous êtes davantage invité sur ce plateau ce soir comme militant du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est cela. Professeur Albert Dikoumé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Pendant longtemps, vous avez été enseignant d'histoire à l'université de Douala, d'abord Yaoundé, puis Douala, et aujourd'hui, vous êtes retiré. Pas complètement, je suis à la retraite, mais je continue à dispenser des cours à l'université de Douala. Merci en tout cas, professeur Albert Dikoumé, d'être venu sur le plateau de 237, le débat. Puisque je suis entouré d'universitaires, la règle, généralement, voudrait qu'on commence par la définition des concepts. Peut-être pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Professeur Albert Dikoumé, quand on parle de patrimoine historique, quelle différence peut-être faut-il faire avec patrimoine culturel? Parce qu'on a parfois l'impression que ce sont deux termes qui peut-être faudrait-il commencer par définir ce qu'est le patrimoine, avant de parler du patrimoine historique. Patrimoine vient du latin patrimonium et de patre qui signifie père. Cela signifie que c'est l'héritage qu'on reçoit de son père, mais aussi de sa mère ou de sa famille, c'est-à-dire les biens qu'on hérite de sa famille. Bon, le mot patrimoine peut également s'employer pour désigner l'héritage commun d'une communauté, d'un peuple. Maintenant, lorsqu'on parle... À ce moment, on parle de patrimoine national. Oui, on peut parler de patrimoine national. Bon, maintenant, quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel. Et lorsqu'on veut gratter un peu plus, on se rend compte que ici, lorsqu'on parle de patrimoine, on va chercher dans la mémoire collective, on va chercher dans l'histoire, mais on peut également aller chercher dans ce que le patrimoine représente comme quelque chose de vendable. Vous voyez? Donc, et ça concerne aussi bien le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel. Jean-Baptiste Ketchatin, le patrimoine historique, de votre point de vue, renvoie à quoi? En suivant ce que le professeur vient de dire, je peux simplement rajouter, si je peux me le permettre,
il s'agirait vraiment d'un rétroviseur et d'un guide, donc qui comprend à la fois donc les éléments matériels et immatériels, mais c'est surtout une connaissance qui permet d'avancer. Donc avec ces deux éléments d'un tandem là, je crois que on peut simplifier pour nous ce que l'on devrait entendre par patrimoine historique, c'est-à-dire qui sommes-nous, d'où venons-nous, et dès lors que devons-nous faire, où devons-nous aller, pourquoi et comment devons-nous y aller. C'est plus un regard vers le legs, comme le prof l'a dit, et une projection vers l'avant. Est-ce qu'on peut faire, Alexis Nemasamé, est-ce qu'il peut arriver qu'on confonde la notion de patrimoine culturel à celle de patrimoine historique, ou bien les deux éléments sont de votre point de vue associés, associables? Les deux, à mon avis, sont tout à fait associables. Et pour faire suite à ce que les deux premiers panélistes ont dit, je crois qu'il y a un élément qui les rapproche, la notion de mise en commun. C'est-à-dire qu'il faut que on se retrouve en train d'accepter une certaine réalité qui s'est passée, des expériences vécues, et que le rapport soit entendu par l'ensemble de la communauté. Maintenant, il faut que ça profite à l'ensemble de la communauté comme un legs qu'il faudra aussi transmettre à des générations futures. Donc il y a toutes ces notions-là qui vont tout à fait ensemble. Et en ce qui concerne l'histoire, bon, on va peut-être revenir dessus. Notre histoire particulièrement dans notre pays, notre histoire est une histoire de lutte. Notre nation a été construite sur la base de la lutte. C'est-à-dire qu'elle s'est construite pour s'affirmer contre une agression. Et bon, au fur et à mesure, il y a donc eu des luttes qui se sont faites. Et arrivé à ce niveau, on doit se poser la question, est-ce que nous avons une même lecture de ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons les mêmes leçons à prendre de ce passé-là? Et surtout, comment faire pour avancer? Donc pour moi, les deux notions vont de pair. Et il faut les prendre comme ça, de manière dynamique, que ce ne soit pas quelque chose qui est passé de manière définitive, mais c'est un support pour essayer d'avancer. Jean-Michel Dekam, si on est d'accord que sur les éléments qui ont été présentés par les uns et les autres pour définir le patrimoine historique ou en rapport avec le patrimoine culturel, quels sont finalement de façon concrète les éléments qui permettent d'identifier ce patrimoine? Permettez-moi de m'inscrire un peu en porte-à-faux à une conception, je dirais, matérialiste du patrimoine historique. Pour moi, ce concept renvoie plutôt à l'histoire de notre pays, l'histoire de notre patrie. Comment est-ce que nous, Camerounais, nous nous approprions de notre histoire au lieu de la subir? Comment notre peuple est acteur de son histoire et non sujet de son histoire? Or, tout part de là. C'est Alain Foucault qui a l'habitude de dire que l'histoire d'un peuple, c'est un peu sa carte d'identité. Or, force est de constater qu'au Cameroun, la véritable histoire est occultée quand elle n'est pas falsifiée. Donc, pour moi, je souhaite que nous parlions justement de la nécessité de cette histoire, mais vous semblez, du dynamisme. Vous semblez indiquer que l'histoire, je veux dire que le patrimoine historique de votre point de vue doit se limiter à la pensée ou au bien immeuble. Le patrimoine historique commence d'abord par la conception que nous faisons de l'histoire. Le professeur Dikoumé nous a défini ce que c'est que le patrimoine, mais ce qui me préoccupe davantage, c'est un concept dynamique, parce que chaque peuple a une histoire, c'est-à-dire a une origine et un cours, une façon d'approcher le monde. Est-ce que dans le cas particulier du Cameroun, sommes-nous encore en mesure justement d'être les acteurs et non les sujets passifs de notre histoire? Tout est là. Force est aussi, mais aussi de dire que notre histoire a été fondamentalement falsifiée. Je prends même l'État camerounais.
l'État camerounais n'est pas né dans les conditions historiques normales. Et ceci pourquoi? Parce que la décolonisation a été faite à contre-courant de l'histoire. Ceux qui réclamaient l'indépendance, parce qu'ils avaient un projet pour pouvoir construire ce pays, ont été évincés. Et curieusement, l'indépendance est arrivée comme, je ne sais pas moi, un cadeau du Père Noël et malheureusement confié aux anti-indépendants. Peut-être que c'est pour ça que, permettez-moi, je terminerai en disant que nous avons plutôt l'impression au Cameroun d'être dans l'anti-histoire de ce pays. Peut-être il faudrait que pour bien comprendre, hein, qu'on soit un peu plus concret, plus palpable. Le professeur Dikoumé, peut-être que si on a des éléments précis d'identification ou, je veux dire, du patrimoine historique, peut-être que cela permettrait de mieux baliser le terrain. Bon, nous avons parlé d'un ensemble de productions qui sont matérielles et immatérielles. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a une sélection stricte, n'est-ce pas, des éléments qui se fait de ces éléments sur la base de valeurs qui sont définies, sur la base de critères, pardon, qui sont définis en fonction d'un certain nombre de valeurs communes et qui sont défendues par la majorité ou l'ensemble d'un peuple. Bon, j'ai entendu le professeur Tekam dire que l'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui au Cameroun est une histoire falsifiée. Je crois qu'il faudrait revenir sur la chose, parce que les choses ont véritablement évolué au Cameroun, que ce soit dans les écoles primaires, dans le secondaire ou bien à l'université. Il y a un travail remarquable qui se fait dans toutes les universités de Cameroun. Et il est fait par des historiens camerounais. Il y a beaucoup de choses qui ont été rectifiées depuis. Donc peut-être qu'au niveau de la vulgarisation de ce travail, n'est-ce pas, cela ne se fait pas tel qu'on l'aurait souhaité, mais je pense qu'il y a un travail sérieux qui est fait par des historiens camerounais. Jean-Baptiste Kétiatien, vous saisissez bien le sens de ma question. Peut-être qu'en faisant ressortir ces éléments qui permettent d'identifier le patrimoine historique, peut-être qu'on se mettrait davantage d'accord avant d'évoluer sur le caractère dégradé ou non de ce patrimoine historique. Je suis d'abord heureux que le prof Dikoumé dise qu'il y a du travail qui se fait, parce qu'il y a tellement de trous dans notre histoire, il y a tellement de pages blanches ou bien de pages masquées qu'il est toujours difficile de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de la maîtrise et de la compréhension commune, qu'il y a beaucoup de problèmes. Il a parlé de définir des critères à partir de valeurs communes. Mais dans le patrimoine historique camerounais tel qu'il est aujourd'hui, il y a des éléments épars. Il n'y a pas un continuum, un fil conducteur qui est logique et qui permet à tous les Camerounais d'être au même niveau d'information. Je ne parle même pas de même niveau d'acceptation, de conception et de révérence vis-à-vis de tel ou tel acteur de l'histoire, mais d'abord au même niveau d'information et ensuite au même niveau de compréhension. Donc moi je pense que ce patrimoine-là, il y a des éléments qui rentrent là-dedans. La plupart des gens connaissent Ahidjo comme le premier président du Cameroun. La plupart des gens connaissent Amadou Ahidjo ainsi. Mais il serait difficile de trouver des gens qui connaissent autant Amadou Ahidjo que André Marimbida. Je ne veux pas parler de... Qui a été le tout premier Premier ministre du Cameroun oriental. Oui, je ne veux pas parler de Ruben Oumniobé, qui, de mon point de vue, est l'homme le plus important que nous ayons eu dans l'histoire politique récente. Et si on va plus loin, les choses se compliquent encore davantage. C'est-à-dire, si on va plus loin dans l'histoire des Africains, qui sont les Camerounais, d'où viennent-ils, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? J'ai lu récemment une interview d'un chef traditionnel très respecté dans la région de l'Ouest, où l'on dit souvent que les cultures sont bien préservées, mais qui prétendait que les gens de chez lui là et ses voisins, ils viennent d'Inde. Mais je suis tombé à la renverse. D'Inde? Oui, ils viennent d'Inde. Il l'a dit.
Ça a été publié dans les... Peut-être parti de l'Inde depuis ayant transité par l'Égypte. Bon, je me suis demandé, les Africains n'ont pas quitté le continent africain, sauf par la contrainte. Depuis les origines, les Africains qui sont là, du moins le peuple bantou, il semble que le Cameroun, c'est un grand foyer des bantous, n'ont pas quitté. Donc, tout ce patrimoine-là, il est vraiment en pièces détachées. Il est important. Bon, est-ce que ce n'est pas cette difficulté? Est-ce que c'est pas cette difficulté justement à se mettre d'accord sur ce qui constitue ce patrimoine historique qui crée davantage la controverse en ce qui concerne la question même de la protection de ce patrimoine historique? Oui. Alexis Lema. Oui, je crois qu'il y a ce problème. Il y a ce problème, on ne va pas se le cacher. Et autant, le professeur Tekam tout à l'heure disait qu'il y a une sorte de falsification qu'il ne faut pas négliger du tout, même si les efforts sont faits, tel que le professeur Dikoumé le dit, parce que nous recevons pratiquement tout le temps des jeunes étudiants qui ont des mémoires et tout ça. Donc il y a quelque chose qui est fait, c'est sûr. Mais dans le même temps, on peut quand même s'étonner que le principal responsable du pays, quand il fait allusion à cette lutte-là, je suis désolé, nous ne sommes pas très nombreux à être d'accord avec lui. De traiter les nationalistes pour des bandits. Quand le principal responsable de l'armée, pendant un certain temps, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, traite les combattants de l'armée de libération nationale pour des bandits, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour dire qu'effectivement, on n'est pas encore d'accord sur le minimum, le commun là. Et ça pose un problème. Quand on marche dans nos villes, on ne peut pas se dire que bon, on a des éléments de l'histoire qui se dessinent de manière à ce que les plus jeunes regardent et posent des questions. Excusez-moi, je prends un exemple d'une ville, bon, j'ai eu la chance de la connaître comme beaucoup ici. Une ville comme Paris, quand vous vous baladez, vous avez une leçon d'histoire. Ici, chez nous, ce n'est pas ça. On ne peut donc pas dire que il est déjà entendu quelque part que nous avons un il y a peut-être deux problèmes qui apparaissent dans votre analyse. Le premier problème, c'est sur l'identification même de ces éléments qui constituent le patrimoine historique. Et le deuxième volet, c'est la vulgarisation et la connaissance même de ce patrimoine historique. Oui, mais je vais un peu plus haut. C'est-à-dire que c'est comme si nous travaillions avec deux mémoires. Au moins deux mémoires. C'est-à-dire la lecture de ce qui s'est passé. Mais je suis désolé, on ne sent pas ça de la même façon. Donc, plus les deux éléments, effectivement, que je voudrais qu'on retienne, effectivement, dans le détail. Il faut regarder les sites, il faut regarder les hommes, il faut regarder les actions, il faut regarder le fil conducteur de la construction de notre nation. Est-ce que nous sommes encore en train de nous rendre compte que nous sommes un pays dominé, et la résolution de ce problème a commencé depuis assez longtemps, et aujourd'hui, certains donnent l'impression que ce problème est résolu, il n'y a plus qu'à faire du détail. Alors que pour d'autres, comme pour nous, au niveau du UPC, nous pensons qu'il faut examiner ce problème de fond en comble. C'est comme si la mémoire a été déviée. Et là, je retiens un peu le point de vue du professeur Tekam. Où se trouve donc fondamentalement le problème, professeur Jean-Michel Tekam? Merci beaucoup de me donner l'occasion de préciser mon point de vue. Le problème central est celui de la reconnaissance et de l'authenticité de nos événements, surtout des acteurs, c'est-à-dire les hommes qui ont marqué notre histoire. Je veux bien, comme dit le professeur Dikoumé, qu'on soit aujourd'hui, qu'on ait reconstitué une histoire proche de la réalité, mais mon sentiment, mon problème, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît rien de son histoire. On a toujours l'impression que l'indépendance est tombée du ciel, que personne, ou que donc, comme l'a dit le camarade Ndema, notre chef, quand il parle des héros, on vous dit non, le père de la nation, c'est Amadou Ahidjo. Non, c'est de l'imposture. Il faudrait qu'on dise que le père de la nation camerounaise, c'est Ruben Oumniobe et ses camarades. C'est eux qui ont versé leur sang pour que le Cameroun devienne indépendant. Ça ne coûte rien de le dire aux enfants. Est-ce que vous êtes donc en train de dire qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur ce qui constitue
le patrimoine historique national. Tout à fait. Nous, on n'a même pas à se mettre d'accord. Nous devons être, en scientifique, n'est-ce pas, d'accord sur les événements qui ont marqué. Oui, parce que le professeur Albert Dikouma indiquait tout à l'heure, en s'appuyant sur la définition, que ça doit être il doit avoir un ensemble de critères arrêtés de façon commune ou consensuelle. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce consensus. Non, les historiens devraient se rendre à l'évidence. Ce n'est pas normal. Quand nous, on était à l'école primaire à l'époque coloniale, on chantait les Gaulois, on chantait à nos enfants de la patrie, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des descendants des Gaulois. Mais nous ne sommes pas des blancs à la peau, des noirs, des blancs à la peau noire. Hein? Comme disait Fanon, il faudrait, et je pense qu'il y a un élément aussi fondamental, c'est l'identité. Il faut que les Camerounais se renouent avec leur propre identité d'Africains. Autrement dit, le facteur culturel est incontournable. Parce que la culture aussi contribue à cette identité-là. Mais une fois de plus, je pense qu'on devrait être d'accord sur deux choses. La chronologie exacte des événements. Et puis aussi le rôle des principaux acteurs de ces événements. Je crois que si on arrive déjà au Cameroun, n'est-ce pas, professeur Dikoumé, à dire aux enfants de l'école primaire que ce n'est pas Aïdjo qui est le père de la nation, mais que c'est plutôt Ruben Oumniobé ou Roland Félix Moumié, parce que c'est eux qui se sont sacrifiés pour qu'il y ait indépendance, là ce sera le début de la bonne voie. Que les scientifiques, comme vous le dites, les historiens sur la base scientifique essaient de reconstituer les événements et que ceci soit encore à l'état de laboratoire. Mais notre problème, c'est que chaque peuple a une histoire. Et cette histoire doit être la source du combat pour la vie et le développement. Bon, moi, il y a quelqu'un qui disait on ne peut vivre sans mémoire ni avec la mémoire d'autrui. Très bien. Car l'histoire est la mémoire des peuples. Très bien. Et c'est un principe que la plupart des historiens camerounais observent. Il y a peut-être des révisionnistes, je les appelle ainsi, effectivement, qui voudraient falsifier l'histoire du Cameroun. Mais pour avoir été dans l'enseignement supérieur pendant plus de 30 ans, je dis et je le répète, un travail remarquable est fait dans les universités. Que ce soit au niveau des enseignements, parce qu'il faudrait revoir les programmes. C'est ça. Vous pouvez consulter les programmes actuels des universités camerounaises. Ces programmes ont fondamentalement changé. Moi, je suis entré à l'université en 1969. À l'époque, les programmes étaient surtout basés sur ce qui se faisait ailleurs. C'est-à-dire en France, on calquait ces programmes. Progressivement, on a camerounisé ces programmes. Et la plupart des étudiants camerounais travaillent sur le Cameroun, sur la plupart des régions du Cameroun, sur ce qui s'est passé au Cameroun depuis plus d'un siècle. Je ne voudrais... il y a une chose, et là je voudrais qu'on fasse la part des choses. Il y a parfois une incursion du politique dans le champ du patrimoine. Cette incursion existe, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se voiler. On dirait souvent. On peut pas se voiler la face. C'est peut-être ce qui empêche qu'il y ait une véritable vulgarisation de ce qui se fait. N'est-ce pas? C'est peut-être ce qui fait également que notre patrimoine matériel ou immatériel ne soit pas bien connu par la majorité de la population du Cameroun ou du peuple camerounais. Mais cette tendance qu'on a à oublier les héros, ce qu'on peut considérer comme des héros, à les rayer de la mémoire collective, n'est pas le fait des historiens. Mais ça c'est sur la question,
Ça, c'est sur la question de la connaissance. Oui. Ou de la diffusion. C'est pour ça que je parle de... Mais il y a un autre aspect. Il y a la connaissance et il y a la vulgarisation. Oui. Mais il y a un autre aspect oui. Qui était développé tout à l'heure par Alexis Ndema. C'est sur la question, de l'identification même. Parce que la question, c'est quels sont les éléments d'identification. Est-ce que tout le monde est d'accord que X, Y éléments constituent le patrimoine historique national? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là au Cameroun aujourd'hui? Vous savez que les Camerounais ne se sont jamais retrouvés pour identifier les critères dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent de dire que voici ce qu'on peut considérer comme les héros du Cameroun. Vous le savez. Même si nous savons également qu'à un moment donné, on a essayé de sortir de l'oubli certains héros du Cameroun. On l'a à l'occasion d'un certain nombre de cérémonies. Cela a été fait par le pouvoir politique. C'est-à-dire que il y a eu des promotions de l'EMIA qui ont été baptisées du nom de certains héros. Il y a eu on a fermé les yeux sur des initiatives qui ont été prises pour baptiser telle ou telle rue du nom d'eux. Mais de manière générale, nous savons que il y a eu un travail qui a commencé avant les indépendances et qui s'est poursuivi. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais je dis que ceci relève du politique. Alors, Jean-Baptiste Kétatin, ce que le professeur Albert Dikoumé dit me donne quand même un tout peu des frissons. C'est-à-dire à savoir que les Camerounais ne se sont jamais assis pour discuter, pour se mettre d'accord sur ce qui constitue leur patrimoine historique. Je le dis parce que en préparant cette émission, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai pu retrouver un texte qu'on appelle la loi numéro 91/08 du 30 juillet 1991 portant protection du patrimoine naturel national. Et là-dedans, j'entends dire par exemple que le patrimoine tel qu'il est défini là-bas, c'est l'ensemble des biens culturels, meubles ou immeubles, pour revenir sur ce que disait le professeur Albert Dikoumé, qui à titre religieux ou profane revêtent une importance notamment pour l'histoire, l'art, la pensée, la science, la technique et le tourisme. Et plus loin, la loi dit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA, sans préjudice de l'action en dommages et intérêts, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi. Et donc ma question maintenant c'est, si on ne s'est jamais mis d'accord sur qu'est-ce qui constitue le patrimoine national ou le patrimoine historique, sur quoi les juridictions vont-elles donc se fonder pour punir quelqu'un qui... Le président de la République. Je ne sais pas si vous posez la question de manière vraiment... si vous attendez que je puisse donner une réponse formelle, parce que quand il y a une telle loi, s'il n'y a pas des règles d'application, il est effectivement difficile de sanctionner à ce moment-là. Mais pour revenir à la question qui vous a poussé à lire le texte de loi, j'ai l'impression que le pouvoir politique en place hésite à rassembler tout son courage et reconnaître que le Cameroun, du point de vue de l'histoire en ce moment, n'est pas engagé sur la bonne voie. On a une impression de pusillanimité. On fait un geste et puis on recule. On dit, par exemple, le président Biya dit en 87 qu'il n'y a pas de développement véritable si on se complète dans le mensonge. Et il complète, il dit l'histoire du Cameroun ne commence pas en 60 avec l'indépendance. Et comment fut-elle donc acquise cette indépendance? Elle ne fut ni point donnée ni octroyée aux Camerounais. Elle fut concluse de haute lutte par de nombreux et dignes enfants issus de ce terroir. Elle fut arrachée aux colonisateurs, etc., etc. Et il dit, si bon nombre de ces combattants de la liberté sont aujourd'hui disparus à jamais, bien d'autres vivent et continuent de s'intéresser. Ça veut dire qu'il reconnaît que l'indépendance, ça n'a pas été une décision des Nations Unies en disant, bon, voilà. Et peut-être consacre donc de facto
ceux-là qui ont lutté comme peut-être étant des... Non, pas de facto. Ça ne conclut pas. C'est une interprétation. On devrait aller au bout de la logique qu'il a dégagée dans son texte. Ça date de 87, et donc les choses étaient encore relativement calmes. Il n'y avait pas une contestation frontale. Mais qu'est-ce qu'il a conclu récemment? Oui, bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a une impression de blocage. Je ne sais pas si c'est dans la tête ou bien c'est ailleurs. Il y a un blocage psychologique parce qu'un coup, ça c'est la preuve qu'on s'est assis, on a réfléchi, on a dit qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre histoire. Et voilà ce que le principal responsable de la préservation du patrimoine dit. Récemment, quand il y a eu les conférences de cinquantenaire de la unification, il y a eu un hommage comme ça. J'étais très ému d'entendre un officiel pour la première fois dire que ceux qui se sont battus, ceux qui ont imaginé le projet de la unification, c'était les Oum et compagnie. Enfin, ça a été dit à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Mais après, vous voyez encore quelques reculades. Il y a des comparaisons qui sont hasardeuses et vous ne voyez pas, au-delà de cette reconnaissance, les éléments qui vont soutenir la reconnaissance. Parce que ce que le prof Dikoumé a dit tout à l'heure en parlant de tous les travaux universitaires qui se font, ça peut être réconfortant, mais c'est très insuffisant. Parce que quand on regarde tous les pays qui marchent, ils sont fondés sur une réelle connaissance de soi-même et de ce que l'on veut faire. Parce que la définition que la loi donnait tout à l'heure dit, c'est dans tous les domaines, les sciences, la technique, ça touche à tous les aspects de la vie, à tous les aspects, même la reproduction humaine. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Pourquoi est-ce que nous nous reproduisons? Etc. etc. Tout le fonctionnement d'un studio de télévision comme celui-ci, partout ailleurs, il y a certainement des gens qui gardent les archives, etc. etc. Et si l'on n'a pas une massification de la production des chercheurs à l'université, dans les médias, dans les écoles, notamment dans la formation de la jeunesse, on ne peut pas dire, on ne peut pas se satisfaire de ce que les gens auront cherché et trouvé là-bas, parce que ça va être gardé dans quelques livres auxquels les populations, les gens qui ont besoin de savoir n'ont pas accès. Regardez vous-même le succès que certaines émissions prétendument d'histoire du Cameroun ont, avec des falsifications grossières. C'est-à-dire qu'il y a une soif d'histoire qui n'est pas apaisée. Il y a des velléités chez ceux qui dirigent le Cameroun de dire quelle est notre véritable histoire, mais elles ne vont pas plus loin que cela. Or, c'est quelque chose de capital. On ne peut rien faire si on ne sait pas qui nous sommes et où nous allons. On va revenir tout à l'heure sur cette question parce qu'il est important de bien expliquer pourquoi il est important, pardonnez-moi la redondance, de protéger, surtout de sauvegarder le patrimoine historique. Mais bien évidemment, il faudrait qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qui est le patrimoine historique. Sur la même lancée, Alexis Demassamé, oui, qu'est-ce qui peut justifier ces réticences, ces hésitations, ces tergiversations, j'ai failli me dire, cette tentative de taboutisation de l'histoire du Cameroun? Tout à fait. J'ai une idée là-dessus, je vais la donner, mais je voudrais quand même rajouter quelque chose à ce que le prof a dit tout à l'heure, prof Dikoumé, pas pour dédouaner ses collègues et lui-même. Il y a du potentiel énorme de ce côté. Et ça laisse l'espoir que, bon, on écrira un jour l'histoire de notre pays. La vraie histoire. Oui, la vraie histoire. Et je crois qu'il faut être optimiste de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses qui se font, c'est vrai. Mais je lui donne un chiffre. Moins de 10% de nos écoles, collèges, lycées, universités et voies urbaines portent des noms camerounais. C'est un problème. Mais bien sûr. C'est un problème. C'est comme s'il y a une guerre déclarée de notre pays contre son histoire. Alors, je reviens à la question que vous avez posée. Je crois qu'il y a une hésitation parce que il ne suffira pas seulement d'accepter les noms ou de saupoudrer. Il faudra aussi dire un mot sur le projet. C'est-à-dire? Le projet politique libérateur de l'UPC par rapport à la domination que subit nos pays et beaucoup de pays africains. Il faudra dire que c'était ça la voie. Et deuxième élément de ce projet, c'est de libérer les énergies. Comme on disait tout à l'heure, les profs là, ils en connaissent. Ils connaissent beaucoup de choses. Mais il y a comme une chape de plomb sur eux. Il y a la nomination, il y a ceci, il y a cela. Lorsque nous, en tant que militants, nous déposons notre déclaration pour parler à la population,
un sous-préfet dit que lui ne donne pas l'autorisation. Il n'a pas le droit. C'est pas ce que dit la loi. Il faut qu'il nous protège pour qu'on parle de ça avec nos populations. Oui, ça c'est en tant que parti politique. Voilà. Ma question demeure, c'est oui. Qu'est-ce qui peut donc justifier que cet État, parce que visiblement, ce que vous expliquez, c'est que l'État du Cameroun, ou si vous voulez le pouvoir public, aurait peur de faire connaître cette histoire. Dans quel intérêt le ferait-il? Il refuse de mettre côte à côte le projet libérateur conduit par l'UPC et l'autre projet qui court jusqu'aujourd'hui et qui a servi notre peuple. Voilà le problème. Alors, on va... deux questions. Jean-Baptiste Keïta, vous voulez... Je crois que beaucoup doivent redouter les conséquences d'une bonne connaissance de l'histoire de notre pays. Mais on ne devrait pas. Parce que la solution à tous les problèmes que l'on voit là, les discussions, toutes ces bagarres qui ont lieu autour du pouvoir, c'est dans la bonne connaissance, donc le bon usage de notre histoire. Et il y aura une solution. C'est la solution à tout ce que nous avons comme problème. Et je dis bien à tout. Parce que quand les gens ont peur du voisin, est-ce qu'un tel va venir au pouvoir? Est-ce que c'est parce que ils ne savent pas qu'une nation se construit en regardant en face ce qu'elle a fait et en reconnaissant que c'est ici que nous avons pu faire une erreur et qu'il est temps de rectifier. Donc il faut que les gens se libèrent parce que cette appropriation de l'histoire là et cette divulgation de l'histoire va tellement simplifier la vie, même à ceux qui redoutent la réaction des Camerounais. Parce que de toutes les façons, on ne va pas vivre avec la rancœur. Tenant compte de ceux dont on a peur de parler, il y en a qui se disent, bon, si les gens savent ça, est-ce que les réactions ne seront pas dans tel sens? Mais les gens ne vont pas vivre avec la rancœur. Bien au contraire, je pense que les Camerounais sont des gens majeurs, généreux, qui vont comprendre l'intérêt de passer, d'aller au-delà, de suivre, de continuer à faire avancer l'histoire au lieu de chercher à se venger de ceux qui auraient essayé de nous bloquer. Pour ça, mais est-ce que les pouvoirs publics, l'État du Cameroun aurait donc peur de cette période de transition entre, entre cette connaissance un tout petit peu floue de l'histoire à une connaissance de cette histoire réelle? Parce que Jean-Baptiste Keïta semble indiquer que on a peur de la manière dont les uns et les autres vont réagir en découvrant fondamentalement ce qu'a été l'histoire du Cameroun. Est-ce que, visiblement, c'est cette période de transition-là qui fait peur et on se dit il vaut mieux continuer à emballer les épines? Je ne sais pas si je dois dire que ces gens ont peur. Ce que moi, je relève, c'est que il y a des textes comme le discours du président Biya qu'il a cité. Il y a des textes comme celui que vous avez cité. Maintenant, il faudrait une démarche. Je crois que c'est surtout ça. Il faudrait aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de cette idée de conservation de notre patrimoine. Parce qu'il s'agit aussi de cela. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure, et je crois que nous avons fait un saut, nous sommes allés de plein pied, nous sommes entrés de plein pied dans la deuxième partie de la question, sans avoir épuisé la première, parce que je crois qu'on aurait le téléspectateur qui nous regarde aurait bien aimé savoir ce qu'est ce patrimoine matériel, par exemple, à Douala. Qu'est-ce que le patrimoine matériel à Douala? Est-ce qu'il y a un effort pour le conserver? Hein, vous voyez, avant que nous ne passions à ce patrimoine immatériel, hein, dans lequel on retrouve l'UPC, vous comprenez? On aurait pu montrer, par exemple, que à Douala, il y a des sites historiques qui ne sont pas connus du grand public. Et il y a des sites historiques qui ne sont pas protégés. Vous voyez, quand je parle de protéger, même si ces sites appartiennent à la période coloniale, la manière dont ils sont abandonnés fait mal au cœur. Vous comprenez? Et quand vous regardez une ville comme Douala, il a parlé de patrimoine industriel, artistique, etc. Il n'y a que 2 musées, je crois 2, dans la ville de Douala.
Il n'y a que deux. La communauté, il y a d'autres. Le musée de la communauté n'existe plus. Il n'existe pas. Bon, il y avait un projet pour restaurer la restauration. J'ai été touché pour cela. Malheureusement, je crains que l'incendie qui a ravagé, je ne suis sûr de rien, qui a ravagé l'hôtel de ville, je crains qu'il n'ait touché certaines pièces de ce patrimoine. Ce que je voulais dire, c'est que ce patrimoine qui existe, les Camerounais ne le connaissent pas suffisamment, n'est-ce pas? Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que si nous regardons dans la ville de Douala, si nous allons à Bonanjo, Bonanjo c'est une ville européenne, nous ne nous sommes pas appropriés ce centre administratif. Tout ce que vous trouvez comme monument à Bonanjo sont à la gloire de ceux qui nous ont conquis, qui sont restés longtemps chez nous. Pourtant, c'était... Vous voyez, il y a un effort qui a été fait. Oui, c'est le quartier administratif colonial et c'était une ville blanche, puisqu'il était même interdit aux Africains d'y séjourner. Mais après les indépendances, je le répète, nous ne nous sommes pas appropriés véritablement Bonanjo. C'est-à-dire que quand vous promenez à Bonanjo, qu'est-ce que vous verrez comme monument? C'est des monuments à la gloire des Allemands, c'est des monuments à la gloire des Français. Hein? C'est le général Leclerc, c'est le soldat inconnu, c'est Nachtigal, etc. Et vous, le roi Douala Mangabel, beaucoup de Camerounais ne savent pas où il a été pendu. Il a été pendu à Bonanjo. Il y avait un portique qui l'indiquait. À un moment donné, un travail a été fait par, je crois, sa petite fille et son mari, hein, pour essayer d'éclairer ces lieux de mémoire. Mais le vandalisme a fait qu'aujourd'hui, ces portiques n'existent plus. Vous préférez parler de vandalisme, professeur Albert Dikoumé, parce qu'il faut rappeler, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelque temps encore, cet arbre où avait été pendu Douala Mangabel était encore bel et bien présent. Et il y a peu, justement, cet arbre a été coupé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on est pratiquement en train de parler de d'autres exemples, peut-être sur le patrimoine historique. Et surtout parce que c'est la ville de Douala. Oui. Alors, j'étais dans le taxi un jour, j'étais du côté de Newbell. J'ai demandé, comme ça, c'était même pas ma destination, j'ai demandé au taximan de me laisser à la place de l'Indépendance. Alors, où est la place de l'Indépendance ici à Douala? Vous savez où c'est? Vous allez questionner 100 personnes, peut-être qu'il y aura 5 qui le sauront. C'est au marché Lagos. C'est là la place de l'Indépendance. Ce n'est pas excessif d'amener ce problème au niveau politique tout le temps. Mais c'est là que j'ai le problème. La place de l'Indépendance est abandonnée, comme l'indépendance elle-même. C'est ça le problème. Alors, puisque nous avons commencé à donner des exemples, on a parlé, il y a par exemple Bonanjo, avec ce site par exemple où a été pendu Rudolf Douala Mangabel en août 1914. Il y a la place de l'Indépendance, peut-être un ou deux exemples avant qu'on ne passe à la deuxième partie, parce qu'on va examiner la question. Si je donne quelques exemples maintenant, bon, ça va être trop politique aussi, mais il y a des charniers dans l'ensemble du pays. En Gambie, il y a le charnier à Équité. Bon, la pendaison, c'est fait. Là où on a fusillé le président Wandié, c'est un site historique. La tombe de Rubén, c'est un site historique. Mais ils sont gérés comme ils sont, en attendant. Donc, on se résume, messieurs, il y a les héros, donc les acteurs des luttes. Et même plus avant, c'est-à-dire que si on tient compte de ce que l'Afrique a été agressée bien avant la colonisation, Bimbia, c'est un site Bimbia, voilà. Les forteresses qui sont dressées autour de Fumban, c'est ça. Et les fortifications autour de Fumban, c'est des sites historiques. Mais qui sont abandonnés. Il y a les constructions dans le nord, les sites de grandes batailles. Vous voyez bien que dans certains pays, on reconstitue les grandes batailles.
On peut faire des tours, des grandes batailles qui se sont déroulées au Cameroun. Par exemple, Mora. Oui, Mora. Yoko. Il y en a à l'est là. Il y a des endroits où on devrait montrer aux gens les techniques que nos ancêtres utilisaient pour résister à l'envahisseur, pour résister aux marchands d'esclaves. Le Cameroun, c'est une géante carte d'histoire, si je peux le dire. Avec vous, ça n'empêche pas qu'il y ait une grande avenue à Garoua qui s'appelle l'avenue Giscard d'Estaing. De quel droit? C'est pour ça que j'ai parlé également de la valeur économique du patrimoine. C'est ça. Le tourisme devrait en profiter. La relation qu'il y a entre le patrimoine et le tourisme, par exemple. Si ces sites qui viennent d'être cités étaient véritablement mis en valeur, les Camerounais, je crois, prendraient du plaisir à les visiter, à les connaître, et cela renforcerait la mémoire collective des Camerounais. Donc, il y a cette dimension économique. Oui, il y a une dimension. En dehors de la dimension économique, il y a la dimension historique. La dimension historique. Oui. Il y a la dimension politique. La dimension mémorielle, la dimension politique, etc., etc. Voilà. Alors, la prochaine question, monsieur, vous vous en doutez, c'est maintenant qu'on a une idée de ce que c'est que le patrimoine historique, est-ce que on peut considérer l'UPC comme un patrimoine historique? C'est juste derrière cette transition. Alors, je crois qu'on a quand même fini par se mettre d'accord sur ce qu'on peut considérer comme les éléments qui permettent d'identifier le patrimoine historique national. Le constat aussi qui est fait, c'est que ce patrimoine-là n'est pas pris au sérieux, disons-le de façon simple, est négligé par qui? Eh bien, peut-être qu'il y a une responsabilité collective, mais il semble qu'il y a quelqu'un qui est chargé de le protéger. D'ailleurs, pour revenir à cette loi que j'indiquais tout à l'heure, cette loi indique bien évidemment que la protection du patrimoine culturel national est assurée par l'État. Et c'est l'article 1er de cette loi. Et donc, le premier responsable, visiblement, c'est l'État. Alors, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les éléments qui peuvent constituer ce patrimoine national, on a donné quelques exemples à Douala et ailleurs. Et nous avons d'ailleurs insisté sur la nécessité qu'il y a de protéger ce patrimoine national, parce que les conséquences, ou si vous voulez les implications, peuvent être économiques. Vous avez parlé du tourisme, historique, mémoriel, philosophique, même, et tout ce qu'on peut imaginer. Alors la question que je pose, est-ce que l'UPC aujourd'hui, messieurs, on peut se mettre d'accord là-dessus, est-ce qu'on peut considérer l'UPC aujourd'hui comme un patrimoine historique? Alexis Dema. Oui et non. D'abord, il manque un partenaire dans ce plateau. Parce que l'administration, l'État du Cameroun est un des partenaires privilégiés par rapport à la gestion de l'UPC en tant que mémoire collective et en tant que patrimoine. Je crois que si on prend l'UPC comme des souvenirs spécifiques à notre nation, ça c'est évident. C'est des souvenirs bien précis, ça appartient à notre pays. Même si au niveau africain, certains se l'approprient aussi, ils ont bien raison. Si nous y voyons également l'expérience vécue par nos populations pour résoudre un problème historique, manifestement, il devrait se retrouver comme un patrimoine collectif. Seulement, je continue de dire que dès lors que nous avons une mémoire à 2 étages et que il y a eu, bien qu'il y ait eu 2 victoires, on peut dire tactiques dans le déploiement de l'UPC, qui voulait que notre pays soit effectivement indépendant et libère ses énergies pour construire, pour faire un développement, pour construire un développement de notre pays. Il y a eu 2 victoires tactiques, à savoir que l'indépendance a été quand même déclarée. C'est le Cameroun existe parce qu'il y a eu cette lutte-là. Donc c'est une victoire tactique. Et quand on se rend compte aussi que on est parti d'un parti unique qui voulait tout écraser et qui a aujourd'hui d'autres partis et même des lois qu'il faudrait appliquer, il y a des victoires tactiques comme ça. Mais d'un point de vue général, c'est une défaite stratégique qui fait que on ne prend pas l'ensemble du potentiel que l'UPC a impulsé dans notre nation pour que on trouve une solution favorable à tout le monde. Jean-Michel Tekam, en quoi l'UPC peut être considéré comme un patrimoine historique? Comme je l'ai dit tout à l'heure,
le corpus, pour moi, de l'histoire, ce sont les hommes, ce sont les événements. Et si l'UPC en a produit. Eh oui, l'UPC, et je pourrais dire, la force a été la force motrice de libération de ce pays. Et comme on le disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on dénature l'histoire ou la falsifie? Parce que justement, on a peur de dire que cette indépendance, on la doit à l'UPC. On a peur de dire que l'UPC a été même un modèle pour d'autres pays africains. On a peur de dire que l'UPC a été constamment à l'avant-garde de la lutte des peuples africains. Donc, que pour l'UPC, le panafricanisme n'est pas un mot vide, ni une forme de démagogie. Je pense que l'UPC est plus qu'un patrimoine historique. L'UPC doit être considéré comme la force de libération nationale, la force motrice de libération nationale. Pourquoi? Parce que justement, en reconnaissant que l'UPC est cette force motrice, on se réconcilie avec cette histoire authentique que nous voulons réhabiliter, que nous voulons remettre en selle. Et vous le savez très bien, le parti unique, la pensée unique, le monolithisme, tout cela a eu pour but d'étouffer l'UPC. Le génocide que ce pays a subi a eu pour but d'effacer l'UPC de l'histoire. Or, quand on s'emploie justement à se détruire, parce qu'en détruisant son histoire, en détruisant les acteurs, en les occultant, on s'autodétruit. Parce qu'une fois de plus, lorsqu'un peuple lutte pour sa souveraineté, pour sa réaffirmation, eh bien, il faudrait reconnaître que tout part de là. Vous voyez très bien que l'UPC a été longtemps absente de la scène politique parce que le pouvoir colonial s'est aperçu que l'UPC était dans la vérité historique. L'UPC a été la première formation politique à faire savoir que le Cameroun n'était pas une colonie, mais un État sous tutelle. Et tout part de la déclaration commune de 1955. Lorsque l'UPC, justement, affirme aux yeux de la communauté nationale et internationale que le Cameroun n'est pas une colonie, on ne peut pas lui appliquer les lois, le statut de colonie, et que l'UPC, qui a toujours été le porte-parole du peuple camerounais, disant non, eh bien, on l'a taxé de communiste, on l'a taxé d'ultra-révolutionnaire, et le programme a été, comme vous en savez, de décimer l'UPC. Donc l'UPC, à travers ses actions, à travers ses leaders qui ont porté les luttes de revendication pour l'indépendance, de ce point de vue, doit être considéré comme un patrimoine. Tout à fait, parce que, je termine si vous le permettez, parce que on considère, je crois les politologues ne me démentiront pas, tout bon parti politique est un État en miniature. La lutte de libération nationale vise à l'édification d'une nation, d'un État-nation. Et lorsque un parti lutte les armes à la main pour instaurer un nouvel ordre historique, un ordre plus représentatif de la volonté des populations de ce pays-là, il faut quand même qu'on le considère comme un modèle. Pas seulement comme un patrimoine historique, mais comme un modèle, comme, je dirais même, l'ouvrier qui est l'artisan principal de notre... Professeur Albert Dikoumé, lorsqu'on parle de l'UPC, qu'on présente comme patrimoine historique, est-ce que cela pose pas un problème? De quel UPC s'agit-il? De l'UPC créé en 1948 par Ruben Ngobé et les autres, ou cet UPC aujourd'hui, tel qu'on la voit dans le champ politique camerounais? Je crois qu'on parle surtout de ce qu'on appelle l'UPC historique. C'est-à-dire ce parti qui a été créé par des nationalistes camerounais, qui a lutté pour l'indépendance de notre pays, pour sa réunification. C'est surtout de cet UPC. Cet UPC, évidemment, a connu des fortunes diverses. Elle a été obligée, pour ce qu'elle était dans ses derniers retranchements,
de vivre dans une situation de clandestinité pendant de longues années. Longtemps. Bon, l'UPC, après le retour du multipartisme, n'est-ce pas, on a vu l'UPC renaître. Bon, peut-être que je ne devrais pas utiliser cette expression, renaître, ça voudrait dire renaître de ses cendres, puisque l'UPC n'était pas morte. Elle était en situation de clandestinité, mais continuait à vivre ici et ailleurs. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de l'UPC d'aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions. Certes, il y a le fait politique, c'est-à-dire que l'adversaire de l'UPC ne peut pas l'aider à reprendre sa place, la place qu'elle avait dans les cœurs des Camerounais. Quel est cet adversaire? Est-ce qu'il est identifié? Cet adversaire est identifié. Hein? L'adversaire, le principal adversaire politique, c'est d'abord le pouvoir. Ce sont également d'autres partis qui ne pensent pas la même chose que l'UPC. Autrement nous dit, sommes vous sur un champ pour politique. La thèse de l'explosion plutôt que de l'implosion. Les deux. C'est-à-dire que ne nous voilons pas la face. Les leaders de l'UPC ont également leurs responsabilités dans ce qui arrive aujourd'hui à l'UPC. Il ne faudrait pas tout simplement penser que c'est le pouvoir, bien que le pouvoir politique, le pouvoir ait une part de responsabilité dans ce qui arrive à l'UPC. L'UPC devrait également se regarder dans la glace, dans un miroir, n'est-ce pas, et se demander qu'est-ce que nous avons fait de notre parti. Oui, qu'est-ce que nous avons fait de notre parti? Parce qu'il y a eu, qu'on le veuille ou non, il y a eu des luttes. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé bien avant. J'ai un de mes étudiants qui parle des luttes, du phénomène de division au sein de l'UPC. Olumumanga, il est en train de préparer justement une thèse sur ce phénomène de division au sein de l'UPC. Donc, on a aidé l'UPC à imploser. C'est-à-dire qu'il y a eu des forces extérieures qui ont aidé l'UPC à imploser, parce que je crois que l'UPC a implosé, surtout l'UPC actuel, en plusieurs groupes. La preuve, c'est que j'ai à ma droite quelqu'un qui est du Mandem. J'ai quelqu'un qui est du Mandem. Moi, les gens ne le savent peut-être pas. Moi, je sais. Mais j'ai été du Mandem. Et cela, j'ai été du Mandem, qui était une émanation de l'UPC. Mais aujourd'hui, le Mandem, c'est un autre parti. Il y a des tendances au sein de l'UPC. Et tous les efforts qui sont déployés pour permettre qu'il y ait une reconstruction de l'UPC semble être vouée à l'échec. Je dis bien semble. On parlera de ces solutions tout à l'heure. Jean-Baptiste Kétatin, je pose une question que les UPCistes n'aiment pas beaucoup entendre. Peut-être vous allez répondre parce que vous êtes du Manilin. Quels sont les responsables de cette division au sein de l'UPC? Tout d'abord, et sans embâche, je dirais que c'est le pouvoir colonial qui a d'abord donné le premier coup dû à l'UPC, en assassinant les responsables de l'UPC, en prenant des décisions iniques qu'aucune cour de justice normale ne pourrait accepter, c'est-à-dire interdire l'UPC pour chasser... Vous savez, petite minute, Oumiobe a été abattu de plusieurs balles certainement dans le dos. Il n'était pas armé par un pouvoir occupant, donc un pouvoir illégitime et colonial. Pour une histoire de, comment on appelle ça aujourd'hui,
une espèce de contestation du sous-préfet ou de, je ne sais pas moi qui là, un certain Dégélis, qui avait porté plainte et qui avait... l'affaire avait déjà été jugée. C'est pour cette histoire-là qu'on voulait l'attraper. Et il a fui pour se cacher dans le maquis. On a trouvé le moyen de l'assassiner. Je crois que lorsqu'on parlait de ressusciter les mémoires tout à l'heure, si on pose ce problème sur la table, comme un fait historique, on en débat. On ne peut pas discuter aujourd'hui de savoir qui est responsable principalement de la situation. Alors, vous avez dit que le premier responsable, c'est le pouvoir colonial. Oui, c'est d'abord assassiné au Aubin. Mais je voudrais peut-être rappeler, c'est une parenthèse, vous allez développer tout à l'heure. Pour avoir assassiné ou pour avoir interdit l'UPC, sans raison valable. Le leader du MNC, c'est comment ça s'appelait, le parti au Congo-Brazzaville, le parti Lumumba, MNC. Il n'a pas, à mon sens, complètement disparu. Pourtant, Lumumba a été assassiné. Le MNC a disparu. Le MNC est dans un état pire que l'UPC. Peut-être que je devais prendre l'exemple de l'Algérie. Le FLN est arrivé au pouvoir. Il y a des leaders nationalistes qui, vous le savez, ont été tués, je crois. Enfin. Oui, mais le FLN est arrivé au pouvoir. Cette dimension-là qui est sur le livre de Richard Joseph sur les origines sociales de l'UPC parle justement du prétexte que quel est ce pays où des gens qui se sont battus ont payé le prix du sang pour libérer la terre de leurs ancêtres, ne sont pas parvenus au pouvoir. C'est le seul exemple, je crois, même dans le monde. Je ne sais pas. Le Parti nationaliste qui n'a pas pris le pouvoir au lendemain des indépendances. De cette ampleur. C'est un cas atypique. C'est le seul mouvement qui a pris les armes contre le colon français. Dans tout l'empire français d'Orient, d'Afrique, je ne sais pas. Alors, deuxième responsabilité. Deuxième responsabilité, certainement ceux qui ont pris le pouvoir à la suite du colon, qui, tout en voyant que, notamment le pouvoir qui a directement suivi le colon, tout en voyant que cette histoire d'interdiction de l'UPC pose un problème, un vide, a maintenu l'interdiction et a préféré jouer procéder par de petites combines, d'admettre ceux qui acceptent de travailler avec lui et d'interdire ceux qui disent non, jouons le jeu de la démocratie, laissez-moi m'exprimer et on verra bien si les Camerounais ne sont pas d'accord avec moi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans les années 90, je crois, contrairement à ce que beaucoup pensent, le coup politique le plus important des années 90, c'est l'exclusion de l'UPC, disons, authentique du jeu politique. Donc, son confinement par divers moyens en dehors du jeu qui a finalement étiolé ses forces. Certains vont penser que c'est le fait que M. Fundi, qui réclamait une victoire à la présidentielle, non. C'est la force la plus opposée du point de vue politique au pouvoir en place. Ce n'était pas le SDF ou l'UNDP qui sont des reconstitutions, des éclats de l'UNC, mais c'était l'UPC. Et d'avoir réussi à mettre l'UPC hors jeu, ça c'était un coup important. Mais est-ce que c'est utile pour le pays d'avoir un jeu politique où on n'a pas en face des gens qui proposent, qui critiquent, qui discutent sur des bonnes bases, sur des bases saines et qui ont un projet alternatif capable de remplacer ceux qui sont là? Moi, je pense que non. C'est une faute. Même si c'est un coup politique réussi, c'est une faute pour l'avenir de notre pays. Alexis Ndema, sur l'implosion, moi, je voudrais davantage insister là-dessus. Parce que j'ai l'impression que si on reste sur la dimension, j'ai failli dire historique, c'est vrai que Jean-Baptiste, au-delà des éléments d'ordre historique qui peuvent justifier l'explosion ou l'implosion de l'UPC, il a mentionné par exemple ce coup de 1990-92 avec le retour du multipartisme. Mais au niveau de l'implosion, est-ce que ce n'est pas parce qu'on refuse, n'est-ce pas, de regarder de près, je veux dire quoi, cette division interne au sein du parti, avec cette tentative de réconciliation qui échoue? Est-ce que ce n'est pas cela qui continue de confiner l'UPC dans, je veux dire quoi, dans cette division justement, et puis il ne lui permet pas de pouvoir occuper la place qui est la sienne dans le champ politique camerounais? Bon, je crois que il faut déjà comprendre que ce n'est pas un problème facile. On a évoqué comme ça un peu à la volée tout à l'heure les exemples au niveau africain. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Et ici, même dans notre pays, tous les partis qui étaient un peu, qui ont commencé avec l'UPC, il n'y en a pas un seul. Tous
ont disparu. On peut prendre la liste. Il y avait le multipartisme avant, ils étaient peut-être 42. Il y a un qui a repris le même nom, UDC, mais ce n'est pas le même UDC. Donc c'est pour dire que l'effacement de l'UPC était aussi quelque chose de programmé. Et aujourd'hui, se rendre compte que l'UPC existe tout de même, malgré les problèmes sur lesquels on va revenir. Il faut qu'on retienne ça aussi dans l'histoire. Que c'est quand même une sorte de longévité qui est assez exemplaire. C'est son 7e anniversaire. Avec tous les coups que vous connaissez, on a parlé de ceux qui sont connus, mais les plus jeunes, qui étaient avec le professeur Dukoumé, dans les années 76, c'était des jeunes enfants, 16 ans, 17 ans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir qu'on revienne de ces jours. Donc, la hargne par rapport au projet UPCiste est telle que les historiens, il faudrait qu'ils fassent un peu attention de ne pas sublimer les faiblesses humaines, parce qu'il y en a, forcément. Et à ce niveau-là, forcément, il y a aussi des problèmes entre humains. Mais les sublimer par rapport aux problèmes essentiels, tels que Jean-Baptiste, que chacun l'a dit tout à l'heure, ça allait trop vite en besoin. Cependant, aujourd'hui, vous nous appelez les UPC des fidèles, nous avons proposé qu'on essaye de voir ce problème-là autrement. L'unité de l'UPC est un combat, comme redresser aussi notre pays est un combat énorme. Lorsque, j'ai dit ça à un de vos confrères, lorsque la fête de Pâques, c'est ce qu'on vient de célébrer avec beaucoup de fastes récemment. C'est la plus grande fête chrétienne. N'est-ce pas? Et lorsque on fait les débats avant et après, le plus important, ce n'est pas de dire qu'il y a les catholiques, puis les protestants, il y a l'intérieur des protestants, il y a les luthériens, il y a les écrivains. Non, c'est le message, Pascal. Le bien triomphe du mal, que la vie triomphe de la mort. Donc, dans cette multiplicité-là, il faut chercher le message du projet UPCiste, tel que le Manidem, parti politique, il existe. Tel que, mais bien sûr, on a essayé d'esquisser 2 ou 3 tout à l'heure. Lequel? Un projet libérateur et qui libère les énergies. Parce que justement, on a le sentiment qu'on est resté aujourd'hui... Bon, oui, coincé. Parce que, je voulais citer, allez-y. Je dis que si l'UPC gouvernemental a un mot à dire par rapport à l'UPC, il faut le laisser. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas tout le monde s'exprimer. Il faut que tout le monde s'exprime et le peuple va s'y retrouver. Parce que c'est cette séparation-là avec le peuple qui pose problème. On a l'impression que c'est une implosion. Quelle implosion? En 1990, M. Dika, M. Kodor n'était pas dans l'UPC, vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Mais pourquoi on tourne en rond? Parce que ça intéresse les gens que ça tourne en rond. Mais ça en tournera pas en rond indéfiniment et personne n'y gagne. Tel que je disais tout à l'heure. Personne n'y gagne. Professeur Jean-Michel Tekam, oui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les UPCistes refusent, pour reprendre l'expression du professeur Albert Dikoumé tout à l'heure, de se regarder dans une glace et se dire qu'est-ce que nous avons fait? On a fait que ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'ils ont du mal justement à faire cet exercice-là? Parce que chaque fois on a l'impression qu'on revient sur l'histoire, on dit il y a eu en 52, il y a eu en 55, il y a eu, et donc aujourd'hui on a du mal à se dire pourquoi aujourd'hui avec les multiples tentatives de réconciliation, on n'arrive pas à des solutions courantes. J'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose. Lorsque il y a implosion, ça veut dire que l'unité n'existe plus. Ça veut dire que ce qui formait un tout s'est réduit en parcelles. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y a un projet. Parce que vous avez l'air d'être fédérateur. S'il vous plaît. Parce que vous avez l'air de dire que l'UPC a été atomisé et que aujourd'hui c'est difficile de reconnaître les morceaux. Je suis désolé. Je suis absolument désolé parce que vous faites une erreur grave. Tous les pays qui ont eu besoin de se libérer sont passés par la constitution d'un front de libération nationale. Qui dit front dit cohabitation idéologique de plusieurs courants, cohabitation de classes différentes, n'ayant pas les mêmes objectifs sociaux et économiques, et finalement, lutte pour le pouvoir. Si vous ne connaissez pas ce cheminement, vous allez évidemment peindre l'UPC en noir et parler de Lambeau comme vous le dites. Je suis désolé. C'est vrai que l'UPC a connu des trahisons. C'est vrai que l'UPC a connu des divisions. C'est vrai que l'UPC a eu des guerres de leadership. Mais c'est tout cela qui fait la force de l'UPC. Parce qu'ayant résisté à toutes ces tentatives d'atomisation,
elle se retrouve aujourd'hui. Elle est toujours forte dans elle est l'UPC. toujours, oui, si elle fait son 67e anniversaire, ça veut dire qu'elle n'est pas à l'article de la mort comme certains le souhaitent. Je suis content qu'avec le temps, il y ait eu une certaine clarification idéologique. Quand j'entends le camarade Dema parler du PC administratif, ça c'est le PC gouvernemental. Oui, oui, ça c'est des termes péjoratifs que j'ai assimilés à l'infantilisme politique. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Il faut une idéologie, il faut un programme politique et il faut un militantisme, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour l'aboutissement de ces objectifs-là. Je suis désolé, messieurs, il y a eu en 2012, 3 congrès. Comme vous le dites. Il y a eu ici à Douala un congrès que Papi Doumbé a organisé, que nous avons organisé avec Papi Doumbé, qui avait plus de 1700 délégués. Curieusement, par la suite, le gouvernement en place a autorisé d'autres congrès. Ça veut donc dire qu'on a intérêt à maintenir l'UPC sous la table. Vous prenez... Pardon, cher ami. Non, je voulais vous rappeler juste qu'en dehors de ces congrès qui datent de 20 ans, il y a des congrès récents. Il y a celui de 2013, celui de 2014. Moi, je dis par exemple, vous du Manidem, vous dites marxiste-léniniste, c'est très bien. Et c'est donc normal. Mais écoutez, non, je crois que les fidèles... Pardon, s'il vous plaît, monsieur, moi je connais l'histoire du PC. Pardon. Beaucoup de ces gens-là, dans les minutes de rigoler. Non. Je ne rigole pas. Non, s'il vous plaît. J'ai vécu ces événements depuis ma tendre enfance. Donc je sais de quoi je parle. Non, prof, la question n'est pas celle-là. La question, je rappelle, pourquoi les différentes tentatives? Vous gardez la parole, je recentre juste, vous gardez la parole. La question c'est pourquoi toutes les tentatives de réconciliation qui sont initiées ça et là n'aboutissent pas à la reconstruction de cette UPC dont rêvaient les OUM et les autres. Est-ce que ce n'est pas parce que les UPCistes aujourd'hui refusent de reconnaître effectivement si vous permettez, je vais vous donner quelques événements qui ont permis à l'UPC, au moins la majorité des UPCistes, de se reconnaître comme camarades et pouvant former une formation politique. Le 29 juin 2013 a eu lieu à EDEA un comité directeur inclusif de toutes les tendances qui se réclamaient de l'UPC. Et à la sortie de ce comité inclusif, comité directeur inclusif, nous avions convenu donc d'organiser un comité directeur, du moins un congrès unitaire. Malgré les torpillages ou tout ce que vous voulez pour empêcher la tenue de ce congrès a eu lieu l'année dernière, les 5 et 6 juin 2014. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, ce congrès marque donc un retour de l'UPC, un grand retour de l'UPC sur la scène politique. Je ne veux pas parler en termes de victoire électorale, parce que ça c'est un autre chapitre. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'UPC est en train de se réorganiser. On ne dit pas que c'est l'amour parfait, mais ceux qui acceptent leurs contradictions, leurs divergences, acceptent de se réunir sur la base des statuts de 1952 pour essayer justement d'inscrire leur action dans la logique des pères fondateurs. À partir de ce moment, il ne peut pas s'agir de l'UPCX ou l'UPCY. Nous voulons donc reconstituer l'UPC des pères fondateurs. Lorsque quelqu'un ne le comprend pas, il peut très bien dire UPC gouvernemental, UPC Tartampion, mais c'est l'UPC. Jean-Baptiste Guitatin, d'abord, professeur, vous allez parler. Allez-y d'abord, Jean-Baptiste. Non, mais le professeur Tekam pose un problème de morale politique. Il faut on est en face de... Je suis de la génération de vos enfants, certainement, mais il faut qu'on soit correct et honnête avec les Camerounais. On se connaît tous, tous ceux qui se réclament de l'UPCisme dans ce pays. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a des députés, des responsables de l'UPC reconnus par les autorités en place qui disent qu'ils ont une alliance avec le gouvernement. C'est ce qu'il y en a cinéma appelé l'UPC gouvernemental. Il y en a qui disent qu'ils n'en veulent pas. Donc il y a toujours eu depuis que par la force,
par la force des armes, donc une force illégitime, on a coupé la tête aux dirigeants de l'UPC. Il y a toujours eu des gens qui parlent au nom de l'UPC sans en avoir le mandat, la qualité, et sans suivre la ligne qui est... On n'a pas besoin d'aller dans une école de sciences politiques pour connaître... Est-ce que ce n'est pas ça justement le problème, la qualité, donc, le mandat ça vient non, permettez-moi de terminer, oui, monsieur Fangwa. Lorsque le professeur Tekam dit qu'il n'y a pas deux UPC, moi je dis, bon, c'est comme si on ignore, on peut dire qu'on ne respire pas, il n'y a pas d'oxygène au Cameroun, etc. Il y a toujours eu des gens qui, grimés en UPCistes, disent, bon, nous on va aller continuer le projet de Oum au gouvernement. Libre à eux. Ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui acceptent de continuer à se battre contre eux, parce que c'est un problème qui ne peut se résoudre que dans la lutte, c'est-à-dire dans le fait qu'on rassemblera un nombre de Camerounais se réclamant de l'UPC qui diront aux autorités, non, l'UPC c'est nous. Tant qu'il n'y a pas une force capable de dire aux UPCistes qui se font reconnaître par le gouvernement ou bien acceptent de travailler avec le gouvernement ou avec telle autre autorité ou de dévier la ligne, parce qu'on peut même accepter de travailler avec le gouvernement, mais sur une ligne précise, sur un projet précis qui est le projet UPCiste. Ce n'est pas interdit que quelqu'un d'autre exécute le projet UPCiste, mais on ne peut pas dire en même temps qu'on est l'UPC et avoir 2-3 directions. Ce n'est pas possible. Avoir 2-3 lignes politiques, ce n'est pas possible. La ligne de l'UPC est connue. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de patrimoine, de l'UPC comme patrimoine, l'UPC est admiré du Vietnam jusqu'à l'Afrique du Sud. Nasser, comme Mandela, parlait de l'UPC avec respect. Mandela, que beaucoup de gens célèbrent ici en disant oui, c'est mon modèle, lui, il citait l'UPC comme l'exemple qu'il a voulu suivre. Alors pourquoi est-ce que l'on va se mettre à discuter sur la question de savoir est-ce qu'il y a deux UPC? Pour moi, il y a une UPC. Il y a une seule UPC, c'est-à-dire celle qui veut suivre la voie de Oum. Le reste, c'est des gens grimés, ils font ce qu'ils font, mais c'est pas facile de les confondre. C'est pas difficile de les confondre. Alors maintenant, qui suit Oum, c'est peut-être toute la question. Professeur Albert Dikoumé, peut-être pour sortir de cette polémique-là, quels sont de votre point de vue? J'avais quand même moins à dire. Oui, bon, vous allez prendre la parole tout à l'heure. D'accord, merci. Professeur Albert Dikoumé, quels sont de votre point de vue les solutions qu'on devrait envisager, ou bien que les UPCistes, ou je ne sais pas qui devait envisager aujourd'hui pour reconstituer, pour restaurer ce parti nationaliste-là? Je voudrais d'abord dire une chose, que les UPCistes cessent de désigner le pouvoir comme principal responsable de leur turpitude. C'est de bonne guerre. Il est tout à fait normal que le pouvoir ne facilite pas la tâche à l'UPC. Maintenant, c'est à l'UPC de s'organiser, de se réconcilier avec elle-même. Parce qu'il faut qu'il y ait une véritable réconciliation au sein de l'UPC. Hein? De se réconcilier sur le plan idéologique. Bon, le professeur Tekam disait tout à l'heure que l'UPC est d'abord l'agrégat d'un certain nombre de forces. Comme au départ. Mais maintenant, qu'est-ce qu'est l'UPC aujourd'hui? On a beau dire que ceux-ci ne sont pas, ils ont porté des vêtements, mais le grand public les considère comme membres de l'UPC. Et moi, je crois qu'il faudrait éviter, ça c'est l'une des premières choses, parce que c'est patent au sein de l'UPC de désigner les autres comme les coupables, comme des vendus. Au sein de l'UPC, ça a toujours été comme ça. C'est nous qui sommes dans le vrai, les autres sont des vendus. Il y a des gens qui ont pensé à un moment donné que faire route avec le pouvoir permettrait peut-être à l'UPC de survivre. Ça a commencé avec Maïmati. N'est-ce pas? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vieux ça. Il y a eu cette théorie qui demandait aux UPCistes de rentrer
pour travailler de l'intérieur pour faire triompher la ligne UPCiste. Ça ne s'est pas réalisé. Une espèce de sionisme. Donc, il faut... Non, c'est entrisme. D'entrisme. Donc, imploser la machine. Oui, mais donc, pas soyons réalistes. Alors, que les UPCistes, n'est-ce pas, s'assoient véritablement autour d'une table. Que toutes les préventions, parce qu'il y a beaucoup de préventions, que les préventions tombent, qu'un dialogue sincère s'instaure, et peut-être que l'UPC retrouvera la voie de l'unité. Alexis Ndema-Samé, est-ce que ce n'est pas finalement ce manichéisme au sein de l'UPC qui fait qu'on a du mal à obtenir cette réconciliation que les UPCistes appellent de tous leurs voeux, du moins si on s'en tient au discours, parce qu'on a des gens qui estiment que non, ce sont ceux-ci qui sont l'UPC, les autres ne sont pas l'UPC. Est-ce que ce n'est pas ce manichéisme finalement qui rend difficile la tâche? Quels sont de votre point de vue les mesures, les solutions qu'il faut envisager pour permettre fondamentalement de reconstruire cette UPC-là? Je crois que tout à l'heure, quand j'ai essayé de parler, c'est peut-être que j'ai détourné la conversation en mettant le thème gouvernemental. J'aurais pu mettre autre chose, mais l'explication a été donnée un peu par Jean-Baptiste Chrétien. Vous gardez quand même votre appellation de UPC des fidèles. C'est vous, les journalistes, qui avez donné ce terme, et ce n'est pas, par hasard, de toute façon. Non, ce n'est pas pour se bosser, mais c'est pour essayer de dire qu'il y a problème. Il y a problème. Et quand j'ai essayé de dire tout à l'heure, je disais que pour sortir de là, pour cette période, après avoir fait les tentatives de 91, parce que c'est nous qui les avons faites, c'est-à-dire que nous avons été chez Maï Mati pour essayer de recoller les bouts. Pour notre génération, c'est une hérésie. Parce que sans avoir les preuves palpables, pour nous, c'est Maï Mati qui est l'un des assassins de Oubiobé. Et là, on n'a pas dit que c'est la France. Mais lui, on l'identifiait comme ça. Mais nous avons été chez lui pour faire la conférence nationale de réconciliation des UPCistes. Donc c'est pour dire que des efforts ont été faits. En 1996, nous avons été aussi à un congrès historique, tout le monde l'a vu. C'est que nous avons essayé. Il est possible qu'on essaye un peu de faire de l'huile et de l'eau un seul liquide. C'est pour ça qu'on a dit que maintenant, plutôt que de stigmatiser les uns et les autres, qu'on laisse tout le monde s'exprimer. Et la population tranchera, chacun avec ce qu'il a fait. Tout le monde s'exprime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais une réunion dans le quartier pour parler à la population sur le projet UPCiste, que mon voisin n'aille pas dire au sous-préfet que non, il faut l'interdire. Les élections. C'est ça. Bon, alors, mais je vais revenir quand même, puisqu'on parle de patrimoine et tout. On idéalise un peu les périodes et tout. Le professeur nous a parlé tout à l'heure de Maï Mati. Pendant qu'il faisait son UPC légal jusqu'à aller à l'UNC, mais le président Wandji vivait. Et pourquoi on veut idéaliser comme ça? C'est une rupture qui existe depuis très longtemps. Le président Wandji était vivant. Mais ils n'ont pas fait la paix pour cela. L'autre est allé vers l'UNC, vers l'UNC pour faire l'UNC, c'est-à-dire faire disparaître l'UPC légal. C'est ça sa vocation politique. Maintenant, nous ne disons pas que peut-être en essayant aujourd'hui, ils n'y arriveront pas. Mais qu'ils essayent, mais qu'ils n'empêchent pas les autres de travailler. C'est ça le problème. On est pratiquement à la fin. Après, on verra peut-être qu'il y aura d'autres conditions. Mais j'avais une dernière idée aussi. C'est que le problème du pays aujourd'hui est assez pointu. On l'a vu un peu tout à l'heure. Quand on regarde, c'est le marasme et tout. Il faut trouver des solutions. Ce n'est pas seulement l'affaire des UPCistes. Il y a aujourd'hui des Camerounais qui sont peut-être même plus patriotes que l'UPC. Donc, le regroupement des forces capables d'impulser le projet UPC aujourd'hui va au-delà d'une seule branche de l'UPC. Et ceux qui veulent rester avec le pouvoir actuel, qui restent avec le pouvoir, il n'y a pas de problème. Jean-Michel Técan. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons proposé comme point de convergence les statuts de 52. Il faut les refaire, c'est ça? Non. D'abord, nous les adoptons, on marche avec et on les améliore après. Mais je tiens à dire que de notre point de vue, on peut, en recherchant l'unité, accepter la cohabitation de plusieurs courants idéologiques, mais qui, comme vous le dites, acceptent
l'UPC en tant que parti de libération nationale et partant en tant que parti qui peut constituer la force motrice de l'édification d'un véritable État-nation au Cameroun. Je ne dis pas que nous soyons des puristes. Je vous donne un exemple. Ce problème de débat, nous en débattons tout le temps. C'est-à-dire cette question d'alliance. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un seul son de cloche, il n'y a pas une unité de vue. Et je finirai pour dire que quand on est un homme politique intelligent, Gorbatchev a dit ceci, la politique est l'art du compromis. Au-delà, c'est l'aventure. Ça ne sert donc à rien de traiter tous les autres de noms d'oiseaux, de parler. Non, je pense que nous avons intérêt, si nous sommes de véritables patriotes, à dire que si nous sommes d'accord, nous nous appuyons sur les statuts de 1952, nous acceptons la cohabitation de plusieurs courants idéologiques et à ce moment-là, nous acceptons de faire chemin ensemble. Il faut éviter surtout de se croire tout beau, tout parfait, mais quand on a la modestie de vouloir que l'on marche ensemble, eh bien, je crois qu'on peut faire des... Merci. Jean-Baptiste Kechaté. Merci. Le pauvre Tekam et le pauvre Dikou, mais je crois que il ne faut pas que nous jouions avec les mots. Lorsque vous dites il ne faut pas insulter l'autre, il ne faut pas l'invectiver. Non, ce n'est pas des invectives. De dire que des gens dévient ou bien qu'ils sont une UPC gouvernementale, c'est un fait, ce n'est pas une qualification spéciale. Et on n'insulte pas quelqu'un en disant que c'est l'UPC il y a des UPCistes qui ont choisi de se rallier, certains qui ont choisi d'abandonner. Ce n'est pas nous qui l'avons dit en premier. Moi qui n'ai pas vécu la période des Oum, je lis bien tel qu'il l'écrit et il dit à ses camarades qui contestent la direction à Kumba, la direction exilée à Kumba et sa propre direction en Soumaki, vous n'êtes pas sur la ligne. Ce n'est pas une injure de dire à quelqu'un que vous êtes un rallié, vous n'êtes pas sur la ligne. Je ne vais pas aller jusqu'à utiliser le mot vendu qui est venu plutôt de l'autre côté parce que je n'ai même pas, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Le problème qu'il y a en face des UP6, c'est celui de l'avancement, du réenchantement du projet UP6. Donc de lui redonner vie. Il y a tout un débat depuis plus de 20 ans sur la question de savoir est-ce qu'il faut aller redonner vie au projet UP6 en entrant au gouvernement, en prenant le poste de ministre du plan ou bien en faisant des appels du pied et même des choses honteuses. Vous voyez des UP6 qui se battent sur cette question-là publiquement. Ce n'est pas ça qui divise, ce n'est pas la question de savoir qui sera secrétaire général ou président qui divise les UP6, c'est la question de savoir oui ou non allons-nous vers les Camerounais pour leur dire nous avons commencé un projet, il a eu tel type de problème, il s'est arrêté à un moment donné, il faut le reprendre. Très bien. Professeur Albert Dikoumé. Et c'est la voie que le Manidem a choisie, au lieu de s'embouber un peu dans les querelles entre UPCistes qui disent non, moi je ne suis pas vendu, toi tu es un traître, etc. C'est ça le problème, ce n'est pas le problème de savoir si tel est un bon UPCiste ou pas. Non. Albert Dikoumé. Ouais. Nous sommes en train de vivre en direct ce phénomène de division au sein de l'UPC. Et la route est longue, n'est-ce pas, celle qui nous verra aboutir à un consensus au sein de l'UPC. La plupart des patriotes camerounais sont malheureux, et je le dis bien, sont malheureux de voir l'UPC dans cet état. Et se pose même la question de savoir si l'UPC n'est pas un patrimoine en péril. C'est vrai, parce que qu'est-ce qui divise fondamentalement toutes les tendances de l'UPC? Est-ce l'idéologie? Est-ce que ce sont les ambitions des uns et des autres? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que les UPCistes, ceux de ma génération, comme le professeur Tekam, ou lui qui est un peu plus jeune que nous, ou les plus jeunes, qu'est-ce qui les empêche
de se mettre ensemble. La question est posée aux UPCistes et on espère que ça va faire l'objet de larges ou de grands débats, j'en sais rien, au prochain congrès auquel peut-être tous les UPCistes devraient participer. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Alexis Ndema-Samé, merci d'être venu. Merci. Merci enfin, je dis aussi bonjour aux téléspectateurs de Kinox Radio. Finalement, la télé, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Nous gardons l'espoir que demain sera meilleur. Demain sera meilleur dans la lutte et que les plus jeunes s'y intéressent. Il n'y a pas de paresse pour un travail aussi important. Merci à vous, professeur Jean-Michel Tekam, d'être venu. Merci beaucoup, mais je tiens à dire que l'UPC est en voie de reconstruction. Absolument. Merci Jean-Baptiste Ketchating d'être venu. Merci. Je pense que les Camerounais ont du génie. Ils vont certainement trouver la solution au réenchantement du projet UPCiste. On n'a pas besoin de s'arrêter sur des querelles un peu personnelles. Merci, professeur Albert Dikoumé, d'être venu sur ce plateau. Merci. Je crois que j'espère surtout que la discussion que nous avons eue permettra à l'UPC de repartir d'un bon pied. Et surtout, qu'on pense à une espèce d'exercice commun qui permettrait aux uns et aux autres de définir de façon consensuelle les éléments du patrimoine historique pour qu'on se mette d'accord là-dessus et qu'on pense à mettre en place des mesures pour permettre justement de protéger ce patrimoine historique national. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission 237, le débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.